Les risques. Les risques et leur gestion. Il faut comprendre, quel que soit le marché extérieur avec lequel on travaille, il y a des risques. Je veux exporter à l'État de New York, j'ai des risques. Je veux exporter au Manitoba, j'ai des risques. Je vais exporter en Chine, mes risques sont plus grands. Sont différents. Je vais exporter en Australie aussi, c'est différent. Mais la distance joue un rôle important, mais il n'y a pas que... Il n'y a pas que la distance qui joue un rôle, mais plein de facteurs. Vous savez, je suis au Québec, je suis à Montréal, j'exporte en Beauce, j'exporte en Beauce, je vends en Beauce, et j'ai un problème avec un client, je prends ma voiture, je vais en Beauce et je vais solutionner mon problème. Si mon client ne paye pas, ben, je vais cogner à sa porte, puis je vais essayer de lui arracher un paiement. Je veux dire, c'est relativement simple, où mon système judiciaire est le même dans toute la province. Je peux me servir de ces outils-là. Si j'ai un client qui est au Brésil, c'est plus compliqué un peu. Je ne peux pas descendre là tous les week-ends, la loi n'est pas la même, et qu'en est-il? Commençons par les différences culturelles et linguistiques avec mon Brésil. Ça parle le portugais, ça traduit le portugais en anglais, ça me parle en anglais, moi j'entends l'anglais, je le traduis en français dans ma tête, ce que mon vis-à-vis a pensé n'est pas du tout ce que j'ai compris, et on va faire des contrats. Donc c'est sujet à des mésententes quelque part. Différences culturelles, que je sois chrétien, musulman, bouddhiste, athée, tout ça va influencer quelque part la façon dont je vais faire des affaires. Que je sois en Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, que je sois un baoulé ou un peul, ma façon de faire les affaires ne sera pas la même. Alors, tout ça va influencer. Il y a des gens qui ont de la souplesse, de la facilité là-dedans, et d'autres pour qui c'est très difficile. On ne pose pas des questions fermées lorsqu'on travaille dans ces marchés dits non traditionnels. Et pour nous, un marché non traditionnel, c'est tout ce qui est hors le reste du Canada et des États-Unis. Et le marché traditionnel, ce n'est pas parce que c'est un marché de proximité. Les États-Unis sont un marché traditionnel pour nous parce que on parle le même langage d'affaires. Parce que nos priorités de vie se ressemblent beaucoup. Parce qu'on mange un burger de chez McDonald's qui goûte la même chose que celui qu'on va acheter en France ou en Chine. On écoute CSI avec engouement en anglais au Canal 12. En même temps que c'est diffusé aux États-Unis. Ça, c'est un marché de proximité. On se brosse les dents avec du Crest et du Colgate. Ça. OK? Alors, ce sont des marchés pour nous traditionnels. À partir du moment où je sors de ça, les différences culturelles jouent un grand rôle dans la façon dont je vais comprendre mes marchés extérieurs. Bien sûr, et là on parle d'Afrique, mais n'importe où ailleurs, la Chine n'est pas moins corrompue, on le verra tout à l'heure, que la majorité de mon continent africain. La saine gouvernance, le fait qu'on fait des affaires dans un contexte qui est valable, ça m'intéresse de savoir ça avant de partir. Bien sûr, la stabilité politique et pour moi est un facteur essentiel, mais je me souviens mon premier mandat que j'ai proposé à l'Agence canadienne de développement international, 1999, je crois, 98-99, avec la Côte d'Ivoire. Ben, ils ont accepté notre projet et 10 jours après, le général Guy prenait le pouvoir par la force à Abidjan. On avait choisi la Côte d'Ivoire pour sa stabilité politique et économique, parce que c'était un pays fort dans toute l'Afrique de l'Ouest, parce que c'était le modèle. Et il a fallu livrer un projet dans un contexte avec des chars blindés et des kalachnikovs. Ça plaît pas à tout le monde. Puis même nous, l'ambassade nous autorisait ou non à aller sur place. Alors c'est des éléments importants. Bien sûr, la sécurité de l'individu, le transport, la logistique et la sécurité de notre personnel, de notre marchandise. Tout ça sont des éléments très importants. Le danger peut-être d'être nationalisé. On a vu les entreprises
Dans certains pays, on est obligé d'avoir un partenaire local. Le partenaire local est un neveu du président. On a choisi ça parce qu'on s'est dit c'est garant d'un bon succès. Quand l'entreprise commence à générer des revenus, le président nationalise et garde le tout. Ça arrive. On peut s'assurer contre ça. Saviez-vous? On peut s'assurer contre l'instabilité politique. Le saviez-vous? Est-ce que vous le faites? Et là, moi, la nationalisation, je pense à une entreprise particulière de Montréal qui s'est installée en Afrique de l'Ouest comme ça et qui a été nationalisée, comme je viens de le mentionner. Ils se sont pas assurés. Ils ont voulu sauver quelques milliers de dollars. Ils ont tout perdu. Alors, c'est un risque. Si on le sait, on a le choix de le gérer ou non. Est-ce qu'on assure sa maison, sachant pertinemment qu'elle va brûler? Non! Vous assurez votre maison au cas où peut-être un jour elle brûlerait. Vous avez beaucoup de vos amis dont la maison a brûlé? Pas beaucoup. Moi, j'en ai pas. Je paye depuis de nombreuses années de l'assurance sur ma maison. Bien sûr, parce que j'ai une hypothèque et c'est une garantie pour l'hypothèque. Mais même lorsque l'hypothèque est payée, j'assure la maison. Si elle brûle, le soir même, je suis logé à l'hôtel par l'assurance. Le lendemain, je vais chez l'abbé m'acheter des vêtements. C'est l'assurance qui me rembourse. Je vais reconstruire ma maison, acheter une nouvelle maison. J'assure. Alors, quand je travaille à l'international, je devrais assurer. Et l'assurance de mes recevables, de mes risques, me permet un accès à des outils financiers pour me faciliter la possibilité de financement, ou au moins de rassurer mon banquier qui, lorsque je vais lui mentionner que je veux travailler avec l'Afrique, il vient terroriser, il se croise les bras, recule dans son fauteuil, barre la porte de la succursale, me jette dehors et ferme mes comptes. Je blague, vous comprendrez. Mais j'ai pas tout à fait tort. Bien sûr, j'ai dans mes risques, j'ai des barrières tarifaires ou non tarifaires qui peuvent augmenter ou non pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Encore une fois, ce sont des éléments que je dois analyser lorsque je veux faire du commerce extérieur. Je dois être conscient de ces risques, je dois les évaluer et je dois me faire une stratégie en fonction de ces risques. Alors, on parlait de corruption dans la diapositive précédente. Je vous montre un indice de la perception de la corruption dans le monde. Alors, on voit en rouge foncé le plus pertinent, peut-être. Mais remarquez que dans l'Afrique, j'ai deux endroits. Regardez ici, là. Il n'y a pas que l'Afrique. Puis si je regarde dans d'autres couleurs comme celle-là, je retrouve un tas de pays sur la planète. Et je me rends compte que la Chine, tiens, je vais effacer un peu. Je me rends compte que la Chine est dans un état similaire à bien des pays africains. Et pourtant, vous allez vous lancer plus facilement en Chine qu'en Afrique. Et que j'ai des pays surprenants dans ma perception américaine, d'une perception de corruption qui est minimale. Or, avez-vous vu? Montréal, la commission Charbonneau. Non, mais ça valait la peine de le mentionner quand même. On n'est pas exempt de ça nous-mêmes. Ça lave pas plus blanc. Ah, Montréal. Voilà. Alors, dans des outils publiés, entre autres, par le Conseil canadien pour l'Afrique, je vous montre un indicateur mensuel africain, la ligne de perception de corruption 2012. Et ce qui est intéressant de voir, c'est l'augmentation ou la diminution de ces facteurs-là. Alors, je me rends compte que les quelques-uns qui ont diminué, l'Algérie, l'Érythrée, vous n'êtes pas allé souvent, la Guinée équatoriale, le Burundi, le Tchad, le Soudan et la Somalie. OK? Tout le reste ont un indice qui s'améliore de 2011 à 2012. Mais ça, c'est un facteur important. Ça veut dire que la perception de la corruption est en nette amélioration. Je ne parle pas de corruption, je parle de la perception qu'on retrouve. Alors ça, c'est Transparency International qui nous donne ces chiffres. C'est important de voir ça. Alors, on veut regarder aussi les réformes en termes de gouvernance sur la planète, et on se rend compte que dans mon Afrique subsaharienne, il y a un effort monumental qui est fait, plus grand que dans l'Union européenne, plus grand qu'en Amérique latine, plus grand que dans
l'Est asiatique et le Pacifique. Ça veut dire la Chine aussi. Alors, ce sont des facteurs d'influence. Ça veut dire que le cadre change, le cadre s'améliore. Et pour moi, ça devrait influencer ma conception, ma propension au risque. Je poursuis. Je suis allé voir l'index Ibrahim de la gouvernance africaine et je suis allé voir les scores. Alors, les scores les plus faibles, ça veut dire les pays avec la gouvernance la plus douteuse, la Somalie, la République démocratique du Congo, le Tchad, d'ailleurs, où je vais la semaine prochaine, et par opposition à ceux dont la perception semble être la plus élevée. C'est intéressant de voir ici, dans les pays francophones, la Tunisie, le Bénin, le Maroc, le Burkina Faso. Voilà, j'arrête là. C'est mes 10, 12, 15 premiers, là. Et le reste, comme j'expliquais tantôt, sont des pays surtout anglophones. Ça veut dire que ma saine gouvernance se retrouve, semble-t-il, avec un facteur plus élevé dans les pays anglophones. Évidemment, on n'est pas surpris. Vous conduisez d'un pays en Afrique francophone vers un pays anglophone, vous traversez la frontière, vous passez souvent d'une route chaoteuse avec des trous à une route propre, droite et en meilleur état. Ça indique beaucoup sur la gouvernance, comme les routes à Montréal avec les nids de poules, etc. Mauvaise gouvernance égale mauvais état des routes. C'est un peu réducteur comme explication, mais on comprend ce que je veux dire. Alors, différents risques aussi que je dois ajouter à tout cela, que je dois considérer. Mon risque de change. Je travaille avec diverses devises. Encore là, il y a des outils d'assurance pour ça. Je peux le prendre avec la banque. Un contrat de change à la banque ne coûte rien. J'achète aujourd'hui un change de devise pour demain. C'est juste le taux que j'achète. La banque va le revendre sur un marché extérieur. Je n'ai pas de frais pour ça. Si je veux aller plus loin, je peux me nantir d'une garantie pour la banque pour qu'elle ne greffe pas ma marge opérationnelle lorsque je fais du change. Et EDC offre ce type d'outil. Vous en parlerez avec votre représentant d'EDC qui n'est pas ici aujourd'hui avec moi. Sécurité et fraude, bien sûr, il faut comprendre qu'on travaille dans un marché éloigné et que la fraude existe. Je dois comprendre ça. Il faut que je demande conseil à des experts. C'est bien de travailler avec des gens qui s'y connaissent. Le conseiller commercial de l'ambassade, c'est pas un représentant de Revenu Canada. Il est là pour nous indiquer la possibilité de fraude ou de danger, de risque à la sécurité de l'individu ou du matériel que l'on fait. Je peux vous raconter plusieurs histoires où le représentant commercial est allé extirper l'entrepreneur qui s'est déplacé à la demande, je sais pas, moi, vous savez, les fraudes nigériennes d'investissement, etc., où est-ce qu'on vous invite à Abidjan pour aller les voir, amener de l'argent, des cadeaux. Plus d'une fois, le délégué commercial a été appelé à la rescousse dans des situations comme celle-là. Les risques économiques, on a des fluctuations qu'on peut avoir, risques pays, risques politiques, risques juridiques et légaux et risques commerciaux. Beaucoup de ces éléments-là sont assurables, pas nécessairement par Exportation Développement Canada, qui reste encore aujourd'hui frileux par rapport à l'Afrique, mais avec la COFAS, par exemple. La COFAS a représentation au Canada. La COFAS, c'est français. Ils ont une mainmise sur l'Afrique que EDC n'a pas encore. Et EDC travaille en collaboration avec COFAS pour certains outils. Le mieux reste encore de contacter un courtier. Et il en existe quelques-uns dans l'élaboration de ce séminaire. On a travaillé avec Millennium. Millennium qui est basé à Ottawa, mais qui a un bureau de représentation à Montréal. Millennium travaille avec COFAS, EDC, Euler Hermès et des assureurs privés. Ils peuvent répondre à la majorité de ses besoins. Et lorsque je vais assurer mon change, lorsque je vais assurer mes risques économiques, lorsque je vais assurer mes recevables, lorsque je travaille à l'international, j'ai des recevables, mes recevables internationaux n'ont aucune valeur à la banque. Si je les assure, je peux obtenir 75 et peut-être même jusqu'à 90% de la valeur de ces recevables, qui sont marginalisables. Ce sont des outils extraordinaires, mais tu payes de l'assurance. Puis ça force parfois mon client à payer quand je lui dis qu'il est assuré, puis que s'il ne paye pas,
ben, le gouvernement canadien va faire les pressions nécessaires localement pour obtenir l'argent. Ça a un pouvoir d'influence en Afrique, vous seriez grandement surpris. Je poursuis. Alors, je vous garantis de féliciter de change. Sur le site de DC, je vous ai sorti une page, mais c'est important pour vous. Il faut en parler aux représentants ou encore. Alors, COFAS Canada, même chose. Vous irez voir, site lecture. C'est tout dans le manuel ici. Hein. Ce que je vous donne là, vous allez retrouver ça là-dedans. Si vous avez des questions supplémentaires, je reste disponible. Vous m'envoyez un courriel. Ça me fera toujours plaisir de vous indiquer où se trouve la ressource. Alors, dans un site comme celui de la COFAS, comme celui de DC qu'on a vu précédemment, tu vas retrouver de l'information sur les pays. Et la compréhension de la gestion du risque, par exemple de la Côte d'Ivoire par la France, n'est pas le même que le Canada. Évidemment, l'environnement des affaires a une cote C, le pays s'améliore, ça datait un peu avant les derniers remous de l'automne dernier, comme analyse. Mais avant de me lancer, je vérifie toujours ce genre de choses pour voir jusqu'où je peux ou ne pas aller. On va retrouver aussi sur le site d'Exportation Développement Canada une liste de la propension au risque que EDC peut prendre par rapport à différents pays. Alors, par exemple, ici, vous voyez la position d'EDC face à l'Algérie, face au Maroc. Et il y a une description du contexte commercial, etc., etc. Je vous permettrai de lire par la suite. Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, je les passe, là, il y en a toute une série. Tout ça sur le site.